nombreux à nous suivre, merci et bienvenue à tous. Quid de l'actualité en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec Maître Kandolo ainsi que l'ingénieur Alka Mouvikanga. Déjà avec nous sur ces plateaux que je vais saluer. Maître Kandolo, bonjour. Bonjour, monsieur Gaylor. Monsieur Alka Mouvikanga, bonjour. Bonjour, monsieur Gaylor. Très bien, j'espère. Ça va très bien. On vous présente comme analyste politique indépendant aujourd'hui, ingénieur de formation. Autre chose à ajouter? Non, donc effectivement, analyste politique, pro-Congo, vrai nationaliste. Pas engagé dans une plateforme politique. On continue encore les réflexions pour mener en fait les synergies et les nouvelles idées vers l'atteinte d'une masse critique assez suffisante pour faire beaucoup de réformes dans le pays. Maître Kandolo, pour ceux qui vous suivent pour la toute première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de l'avocat que vous êtes? Avocat d'origine congolaise, très observateurs et très intéressés par tout ce qui est la chose publique du Congo. Merci que vous venez là de nous écouter. La toute première question, la sortie médiatique récente de Kabound, parce que nous parlons d'actualité, l'actuel opposant au régime, Félix Tshisekedi, continue à faire débat. Cette sortie médiatique ne risquerait-elle pas de fragiliser le président de la République aux prochaines élections? Commençons par M. Alka Mouvikanga. Bon, c'est vrai que la sortie médiatique de M. Kabound, ainsi que tout ce qui se passe actuellement là, autour de lui, fragiliser le chef de l'État, je dirais pas trop, parce que pour être fragile, je crois qu'il y a une grosse fragilité déjà. Et que la sortie de M. Kabound, je dirais que c'est plutôt une affaire interne à l'UDPS, bien que l'un soit président et l'autre a occupé un poste important à l'Assemblée nationale, mais c'est plutôt une dispute en interne à l'UDPS qui, d'après moi, finira par trouver une issue de façon juridique parce que les faits reprochés à M. Kabound sont plutôt d'ordre juridique. Donc je crois qu'il n'y aura pas d'impact réel sur les élections, mais plutôt ça va se finir par un procès, je crois, et voilà. Maître Kandolo, quelle est votre réponse sur cette question? Ça reste qu'il ne faut pas se voiler la face. Kabound a été un responsable du parti l'UDPS, qui est le parti du président de la République. Et s'il a été devenu président intérimaire AI, et ce, en violation des statuts, c'était avec l'accord express du président de la République qui lui avait cédé ce mandat-là avant qu'il ne cessât son mandat du président de la République pour assumer ses responsabilités de chef de l'État. Et avant de partir, il a donné la direction intérimaire à M. Kabound. Et tout le temps, on l'avait vu à côté du président de la République. C'est lui-même au Parlement qui s'est présenté comme étant le leader de la frange politique ou de ceux qui soutenaient le président de la République. Il vient de faire défection. Son discours sera certainement récupéré par ceux qui sont opposants au président de la République. Alors, quand on dit est-ce que cela pourra fragiliser le président ou pas, pour que cela puisse fragiliser le président, il faut que la majorité de ceux qui avaient voté pour le président de la République aient cru dans le discours de Kabound. Mais je doute que la majorité, la grande partie de ceux qui avaient cru en président de la République, Tshisekedi, pour lui donner de voix, aient changé de camp. Mais il reste quand même vrai qu'il a donné des armes aux opposants du président de la République pour pouvoir lui reprocher quelque chose. Cela quand même égratigné. Qu'on ne dise pas que ça ne signifie, c'est absolument insignifiant. Non, ce n'est pas insignifiant. Kabound avait quand même un certain poids politique. Donc il faut quand même prendre cela au sérieux et pouvoir travailler pour pouvoir réparer là où il y a le mal. Parce que je ne peux pas prétendre que absolument, cela n'a entraîné aucun fait négatif sur le président. Si j'ai dit quelque chose comme ça, je crois que je serais en train de me mentir moi-même. Maître Kandolo, puisqu'on en parle, cette sortie médiatique a suscité beaucoup de réactions, il faudra connaître. Ouais. Entre autres, celle de l'Assemblée nationale et la justice congolaise.
D'une part, on parle du dossier disciplinaire de la Chambre haute du Parlement, et d'autre part, de la probable arrestation de Kabound, qui risquerait jusqu'à 5 ans de prison pour outrage au chef de l'État. Tout cela ne serait pas rendre Kabound grand? Je pense qu'effectivement, la manière dont le Parlement a réagi avec une telle, je veux dire de manière assez brusque, rapidement, de manière accélérée, de manière un peu épidermique, pour moi, ce n'était pas bien vu par moi, ce n'était pas approprié. Il fallait attendre que s'ils estiment que Kabound a commis une faute sur le plan des statuts ou de loi interne du Parlement, mais il fallait d'abord avoir une commission, que la commission puisse écouter M. Kabound, et puis et que cette même commission, comme on le fait d'habitude, d'ailleurs, avant même d'élever les immunités parlementaires d'un député, ça passe toujours devant la commission APJ, quelque chose comme ça, et c'est eux qui regardent, qui examinent tous les faits, et puis ils ne procèdent pas de manière précipitée. Mais ce qui s'est fait avec le cas de Kabound, ça a été fait de manière tellement précipitée que cela donne un poids. Regardez comment est-ce que, sur le plan international, presque toute la presse on parlait de ça. Et non seulement ça, c'est pas seulement le Parlement, et en même temps, sur le plan judiciaire, mais l'action publique a été mise en mouvement, un dossier qui a été ouvert. J'espère que jusque-là, ce n'était qu'une information, ce n'était pas encore un registre de RMP, ça veut dire du ministère public, que les poursuites ne sont pas encore là, on est en train d'informer. Mais je crois qu'on s'est précipité. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a dû courir comme ça. Moi, je pense, si je compare les deux faits, le fait que Kabound a critiqué le président de la République, qu'il a traité avec tous les mots méchants qu'il a utilisés, quand je compare ce fait-là avec le fait que la garde de Kabound s'était attaquée aux militaires de la garde républicaine, je trouve que le premier fait était tellement grave que c'était à ce moment-là qu'il fallait l'arrêter, le poursuivre en flagrance pour ce qu'il avait fait, étant donné qu'il avait poussé ses propres gardes de policiers à s'attaquer à la garde républicaine. Merci. Monsieur Akam, il devient beaucoup plus grand qu'hier, Kabound. Forcément, ça c'est l'effet média. Je suis d'accord avec ce que Maître Kandolo vient de dire. Il y a eu quand même une précipitation dans toutes les actions qui ont été menées, qui peuvent le rendre grand, qui l'ont rendu grand. Cependant, je vais quand même nuancer aussi, parce que bon, par rapport à la RDC, c'est des techniques ou des méthodes qui ont déjà été utilisées dans le passé aussi. Est-ce que ce n'est pas juste la création d'un opposant, de quelqu'un qui peut endosser la veste de l'opposant pour valider le prochain scrutin? C'est la question que je me pose. Donc oui, il a utilisé des mots assez violents. C'est une défection, une mise à nu du chef de l'État. Lorsque vous dites que pour valider le cas scrutin prochain opposant, vous le faites mais ça fait partie de la stratégie électorale aussi. Une pièce théâtrale. Oui, c'est-à-dire je multiplie le nombre de, comment ils appellent, des prétendants au poste. Ça va annihiler au fait l'effet des vrais opposants, s'il y en a. Plus j'ai plusieurs candidats, ben, les voix vont se faire reporter par après et ainsi de suite. C'est l'effet de la stratégie. Je crois que Kabound, même s'il se sépare officiellement de l'UDPS, dans son pensée, dans sa manière de voir les choses, il resterait proche de l'UDPS. Donc ça, c'est indéluctable. En fait, ça, c'est la vision que j'ai. Donc moi, je me dis, on va créer des gens comme ça, qui vont venir se rajouter à la très longue liste des candidats présidentiables. Et voilà, quoi, ça va... Il n'y a pas que lui, il y a Franck Dion, en attendant, qui a fait la même sortie. Donc, je me dis qu'on est peut-être dans ce chemin-là. Nous parlons d'une pièce théâtrale. Non. Peut-être la pièce théâtrale pour ceux qui observent, mais pour eux, ce n'est pas une pièce théâtrale. C'est une vraie stratégie pour se devenir grand et pouvoir prétendre à un grand poste et plus tard pouvoir obtenir certaines voix et être capable de s'asseoir à la table des négociations. Surtout qu'on sait qu'avec ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est très difficile qu'un seul parti politique puisse avoir toute la majorité au Parlement. Donc c'est important. Ils sont en train de faire du marketing politique. Merci. Nous parlons de l'actualité en République démocratique du Congo, la sécurité à l'est du pays, on en parle aujourd'hui. Le retrait de la MONUSCO devient plus qu'important pour la population congolaise. Une demande réfléchie qui devrait nécessairement être mise en exécution, selon vous, M. Alka? Bon, là aussi, on ne va pas se voiler la face. Nous sommes devant une dualité. L'armée nationale et tous les services de sécurité ne feront peut-être pas face dans l'immédiat à toute la menace qu'il y a dans l'Est.
Mais je suis d'avis, en tant que Congolais, qu'on devrait essayer. Parce qu'on ne pourra pas s'émanciper de tous ces apports si nous-mêmes on n'essaye pas. Il y a plein de gens qui l'ont fait sur Terre, ils ont réussi. Je pense aux Vietnamiens qui se battaient avec des espèces de pyjamas pieds nus contre la toute-puissance armée américaine, ils ont réussi. L'Afghanistan, les talibans viennent de nous démontrer la même chose. MONUSCO, pendant MONUSCO, ça fait plus de 20 ans. La mission a pour mandat de s'interposer, protéger la population civile. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'ils font. C'est une mission qui est extrêmement budgétivore. On finira par payer quelque part. Même si c'est une aide, on finira par payer quelque part. Et je crois qu'on doit arrêter les dépenses maintenant. Le fait que la MONUSCO parte doit nous responsabiliser, nous les Congolais, c'est ce que la population à l'Est est en train de faire, nos forces armées, les services de renseignement et consorts, d'aller de l'avant. La MONUSCO, je ne pense pas qu'elle sera dans... Elle devait être efficace dans le passé. Je ne vois pas, après 20 ans, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus qu'ils n'ont pas encore fait. Mais si on met, selon l'ingénieur Alka, on doit arrêter les dépenses et la MONUSCO doit partir. Je pense qu'il est temps que nous puissions nous assumer nous-mêmes. C'est pratiquement nous dénier notre devoir de souveraineté sur notre propre territoire. Nous devons faire face à nos responsabilités. Le Congolais, il revient à l'homme politique et aux militaires congolais de défendre l'intégrité nationale du territoire congolais. Nous devons défendre et protéger chaque centimètre de notre territoire. Et les politiques doivent être conçues et exécutées dans ce sens-là. Nous devons chercher tous les moyens financiers. Je veux bien que la communauté internationale nous aide, mais nous aide à pouvoir nous doter des armes, à pouvoir avoir une armée professionnelle, une armée qui attire la population, qui attire le jeune pour qu'il s'engage en grand nombre. Comme ça, nous allons faire face à l'ennemi. On ne peut plus être là sous être une espèce de nouvelle colonisation. Ça fait plus de 20 ans que le MONUSCO est là. Quel est le résultat? Ayons le courage de regarder. MONUSCO, tu es là. C'est bien, tu nous as aidés, mais il est temps que vous partiez, que nous devons assumer nos propres responsabilités. Il est temps que la MONUSCO, vous disiez tout à l'heure qu'il est temps que vous partiez. Oui, que la MONUSCO puisse partir. Oui, partir. Avec les dépenses. Oui. Et si l'armée... Cet argent-là qu'on donne au MONUSCO, qu'on le donne au gouvernement congolais, comme ça nous allons avoir nous-mêmes une armée moderne, bien structurée. Mais j'espère qu'à ce moment-là, quand cet argent va être donné à l'homme politique, aux politiques congolais, on va gérer de manière orthodoxe. La culture de détournement va cesser et ainsi nous allons nous défendre. Une armée moderne, bien structurée, vous le disiez tout à l'heure. Oui. Et si l'armée congolaise était tout d'abord réformée avant de demander à la MONUSCO de quitter les sols congolais? J'aurais honte même de penser que depuis tous ces temps-là, que notre armée n'est pas encore structurée. Mais je veux que nous puissions faire face à nos responsabilités. Je ne dis pas que le MONUSCO parte demain. Mais je dis qu'il faut déjà les temps de dire qu'il faut que le MONUSCO parte, il commence déjà à partir, qu'on ait déjà un calendrier réaliste. Quand je parle du calendrier réaliste, le calendrier réaliste tient compte de toutes les réalités. Si je comprends bien, la MONUSCO ne peut pas partir aussi longtemps que l'armée n'est pas encore structurée. Non, ça, vous êtes en train de me mettre le mot sur ma bouche, c'est pas ça que j'ai dit. La MONUSCO doit partir, mais on doit le faire selon un calendrier réaliste. C'est ce que j'ai dit. Monsieur Alka, bonjour. Oui, en fait, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Le départ de ce genre de mission, parce qu'on parle quand même de 18 000 militaires, plus de 10 000 personnels civils, c'est des infrastructures logistiques, c'est de l'aviation. Les troupes censées maintenir la paix ne font pas leur travail. Eux, je crois qu'on peut commencer à dégraisser progressivement. Il y a des aspects logistiques pour lesquels l'armée a besoin. On a besoin de leurs avions, de leurs infrastructures. Ça peut rester. C'est vraiment de la collaboration internationale. Mais quant à, c'est ce que Maître, je crois, essaie de dire, quant à penser que les troupes combattantes de la MONUSCO sont là pour protéger les populations, je vous parlerai de Béni. Ça fait combien d'années que les gens sont égorgés pratiquement tous les jours? Ils sont là. Il y a des bases à Béni, aux alentours de Béni. C'est la même chose dans le Nord Kivu, en Ituri. Ils sont là, ils ne font rien. Et en matière de conception de ces mandats qu'on a dans ces missions, comment voulez-vous qu'une mission soit observatrice lorsque les exactions sont commises? Elle n'a pas la capacité de protéger les civils. C'est ça la réalité. Donc si elles ont échoué, la mission a échoué dans son mandat principal, je crois que soit on révise les choses, soit on arrête. C'est aussi simple que ça. Mais il y a comme une chose qui est vraie que malgré l'ONU, ce ne sont pas les militaires de la force de l'ONU qui viennent défendre une population ou un territoire. C'est la mission de l'armée de ce pays-là.
Nulle part au monde, vous avez vu que les forces internationales de l'ONU sont allées quelque part, ils ont rétabli de l'ordre. Non, ils viennent comme étant des observateurs, ils les regardent, ils ont des missions. Mais c'est le peuple, c'est le sang de soldats de ce pays-là qui est versé, qui sera versé pour protéger son territoire. Jamais l'étranger ne viendra mourir à la place du Congolais pour protéger le Congo. Jamais, jamais, jamais. Jamais l'étranger ne viendra mourir à la place du Congolais pour protéger son sol. Oui, oui. Et en parlant de la MONUSCO, n'oublions pas que la MONUSCO, c'est la deuxième fois que les troupes onusiennes viennent en RDC. On a connu dans les années 60 la MONUC, qui est venue, mais on sait comment ça s'est fini. Ça s'est fini par 5 ans de rébellion quasi ininterrompue. Il a fallu qu'il y ait le coup d'État de l'époque. Voilà. Et ils sont revenus en 84, dans 20 ans, il y a 20 ans, pour le même mandat, mais malheureusement, on constate les mêmes résultats. Je crois qu'au niveau de la conception de ce genre d'unité, spécifiquement pour la RDC, parce que moi, je n'ai jamais cru que les mandats onusiens pouvaient fonctionner dans tous les pays de la même manière, il faut adapter le cas aux besoins qui se trouvent dans le pays. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, plus de 20 ans aujourd'hui, on continue de compter des morts suite à l'insécurité dans la partie est du pays. Martin Fayulu dit en avoir le secret. Dans son récent discours, il faut quand même le rappeler. Pourquoi n'est pas, par l'amour de la patrie, faire de propositions dans ce sens au régime actuel pour sortir le pays de ses cadeaux? Bon, s'il faut paraphraser M. Martin Fayulu dans sa déclaration, la solution qu'il a, en fait, on l'a tous. Cette solution, elle est, je vais dire, simple. Les natifs, nos frères natifs du Kivu, connaissent le problème. Ils peuvent le régler. C'est sauf que par clientélisme politique, par intérêt personnel, ils ne veulent pas tout simplement. Les bandes armées dont on parle dans l'est du pays, ce n'est pas 5 000 hommes ou 8 000 hommes. C'est des petits groupements de 12-15 personnes qui terrorisent des villages entiers. Il n'y a pas de police. Il n'y a pas d'armée. Où les troupes sont déployées sur le front et en arrière, il n'y a personne. Donc, encore une fois, c'est une responsabilité individuelle de chaque Congolais, une responsabilité collective au niveau des élites politiques, militaires, intellectuelles, d'apporter la solution. Je ne pense pas qu'au Congo, une personne pourrait dire quelle est la solution à ce problème. Parce que les spécificités de l'Ituri, celles du Nord Kivu, celles du Sud Kivu et du Nord Katanga, sont totalement différentes. Personne ne savait que Kanyama Sampu pourrait émerger au Kasaï. On a des spécificités régionales, nous avons des leaders communautaires, des leaders politiques, et la population, c'est à nous, nous tous, de mettre la main dans la pâte pour apporter une solution. Quelqu'un de Martin Fayulu dit avoir le secret. Pourquoi ne pas l'inviter, l'approcher, discuter avec lui pour résoudre cette situation qui date de plus de 20 ans? Je pense que quand il y a de grandes crises, il faut que les hommes politiques congolais, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont opposants, aient la culture de se mettre ensemble pour discuter ensemble. Ce serait une très bonne chose. À faire cela une idée, pourquoi pas? Mais ce que je crois que le vrai problème que nous avons chez nous, nous parlons des rébellions et autres, tout ça, ce sont vraiment des rébellions. C'est des groupes de bandits. Vous avez des gens qui prennent juste un territoire, qui ne cherchent pas le pouvoir politique, qui restent là. Mais là où ils font la guerre, il y a des grands buildings, des richesses qui montent et tout ça. Vous posez des questions. Non, ce n'est pas vrai. Et ces rébellions sont connues. Et on sait même que ceux qui financent ces rébellions-là sont à Kinshasa, là où se trouve le pouvoir. Ils sont connus. C'est-à-dire que, quelque part, ceux qui gèrent la politique, ceux qui gèrent les affaires publiques de l'État n'ont pas le courage de sanctionner les gens qu'il faut. Ils sont connus. C'est bien connu. Et c'est même très grave. Je discutais un jour avec un député qui est là-bas, il me dit, mais il y a des coins où vous allez, il n'y a pas la police, il n'y a pas l'autorité de l'État, mais qui assure l'ordre dans ces pays-là? C'est le groupe de rebelles qui est là, qui assure l'ordre dans ces territoires-là. Vous imaginez, donc nous n'avons même pas la police qui est suffisamment équipée et on n'a pas recruté suffisamment de policiers et même les militaires, nous n'avons pas de militaires en nombre suffisant pour pouvoir assurer la souveraineté du territoire sur tout le territoire. Non, nous n'avons pas, nous avons un problème. C'est que l'État dont a hérité Félix Tshisekedi, c'est un État qui était presque mort, qu'il faut recréer. Mais malheureusement, quand je regarde dans la classe politique actuelle, avec ce qui est en train de se faire, je ne vois pas l'espoir. Je n'ai pas vu vraiment des initiatives qui ont été faites pour pouvoir corriger les erreurs du passé, pour créer un nouvel homme, une nouvelle manière de gérer le pays. Non, j'ai l'impression qu'on est en train de faire la même chose. Mais l'État dont a hérité Félix était déjà un État mort. Il n'existe que parce qu'il y a un territoire, un semblant de pouvoir politique,
Mais c'est vraiment, c'est un État en déliquescence. Quand j'étais dans l'armée canadienne ici, il y a eu des avocats militaires canadiens qui étaient allés au Congo, et quand ils sont venus, ils ont écrit un livre sur les failing states. Donc, failing state, l'exemple en Afrique, Congo. Donc, l'État en faillite, exemple, c'est qui? C'est le Congo. Donc, même les étrangers qui viennent chez nous, comme pour venir nous aider à travailler avec nous, ils se rendent compte dans quel état d'inefficacité étatique nous nous retrouvons. Donc, le Congo a été décrit comme étant l'État en faillite. Et cet état de faillite est encore là. C'est pourquoi le président de la République Tshisekedi a dit l'autre jour, je ne fais pas sa campagne ici, que Mboke Sekufaki. Et Sekoufa, donc c'est ça. Mais maintenant, lui, il a le devoir de réveiller, de ressusciter ce pays-là. Il ne faut pas qu'il profite de ce que l'État était. Et Sekoufi. Comment réveiller? Ah ben maintenant, il doit. C'est pourquoi le peuple lui a donné le mandat. Pourquoi il a voulu être président de la République. C'est parce qu'il dit, j'ai le discours d'espoir, je vais faire un grand pays fort et grand, alors qu'il fasse ses preuves. Général K, lorsqu'on parle de la guerre à l'est de la République, on voit le Rwanda. Aujourd'hui, il y a un slogan qui sort, Rwanda is killing. C'est beaucoup plus fort actuellement. Moi, je ne dis pas la guerre dans l'Est. Je parle des guerres dans l'Est. Parce que les Codeco, c'est différent, les Maïmaï, c'est différent, les attaques rwandaises, ainsi que leur suppôt, le M23, c'est différent. Il y a plusieurs problèmes. Le Rwanda en soi, je dirais que c'est la face visible de l'iceberg. On les accuse parce qu'on a des preuves, il y a des faits, il y a des événements enregistrés, monitorés, dans le rapport mapping, dénoncé par plusieurs associations locales, nationales, d'abord, avant que les Human Rights Watch et consorts viennent. Oui, le Rwanda doit être considéré comme un État ennemi actuellement, parce que nous sommes réellement en guerre contre eux. Mais cependant, à toute guerre, la bonne question qu'il faut se poser, c'est ça profite à qui? Nous sommes des pays voisins. La guerre, militairement, l'un des pays peut la gagner. Mais après, on fait quoi? On est membre de la CPGL ensemble. On est membre du marché est-africain ensemble. On est membre de la SADC ensemble. La guerre, ce n'est que le début. Mais après, nous devons être en mesure d'établir des relations équitables, d'échanges commerciaux, de protection mutuelle pour vivre en paix dans cette région. Malheureusement, c'est vrai que le leadership rwandais actuellement est un leadership très hostile à la RDC. Ils veulent s'imposer comme pays central dans l'est de l'Afrique, mais c'est une utopie. Hein. Ils peuvent avoir leurs considérations, mais moi je considère que c'est une utopie. Ils n'ont ni l'espace, ni les ressources, ni la population suffisante pour cela. Ils ont intérêt à ce que nous vivions en bon terme avec eux. Il faut arrêter avec la guerre. Donc, militairement, il faut bomber les muscles, leur démontrer qu'ils ne pourront jamais gagner cette guerre. Et politiquement, il faut mener des actions politiques, diplomatiques, pour leur faire comprendre que leur intérêt est dans une coopération stable et non dans ces troubles à répétition. Est-ce que vous acceptez également cette guerre économique, par exemple? Elle est beaucoup plus puissante que la guerre politique? Ça, c'est mon point de vue. J'ai été au Rwanda à plusieurs reprises. J'ai traversé la frontière et à Bukavu et à Goma. J'ai vu ce qui se passe. Vous êtes à Goma, les mamans rwandaises amènent toute la production agricole à Goma pour être vendue. Si on n'achète pas, ils meurent de faim. Leurs élèves viennent étudier chez nous, à Goma et à Bukavu. Au niveau de Bukavu, tout ce qui est Wewa, donc les motards, ils viennent du Rwanda. Ils viennent du Rwanda. Donc moi, tout ce qui nous montre à la télé, pays émergents, c'est une utopie. Mais Kandolo, vous partagez... Oui, je partage que je suis toujours malheureux de voir que finalement, c'est une déficience de leadership, le manque, la mauvaise foi de leadership politique du Rwanda, finalement, a des effets sur la population rwandaise. Ouais. Nos deux peuples, congolais et rwandais, nous vivons ensemble depuis des siècles. Nous avons toujours vécu ensemble. Nous sommes incapables d'être séparés. Aller à Goma, aller dans les quartiers Biréré, par exemple. Ces quartiers Biréré, mais les chèvres, les poules du Rwanda traversent vice-versa. Tu ne sais même pas voir la frontière. Le même village de part et d'autre. L'oncle se trouve ici, la tante se trouve de l'autre côté. C'est que les gens du Rwanda viennent acheter à manger à Goma.
et vice-versa. Ces gens sont toujours ensemble. Et aujourd'hui, on dit que nous sommes en conflit entre ces deux pays. Non, c'est seulement le leadership qui est là. Mais il faut vous dire une chose, la solution réside chez les Congolais. Si nous avons une force armée moderne, une armée puissante comme nous l'avons eu un peu du temps de Mobutu, on va nous respecter. Le Rwanda ne bougera pas. Nous sommes sur le plan de ressources. Selon vous, vous pensez que la guerre doit être politique, militaire? Elle doit être, comme à l'époque de Mobutu. Elle doit être la guerre. Aussi. Elle doit être et politique et militaire et diplomatique. Les trois. Les trois. Mais sachez que on respecte, on a peur des États-Unis, pas parce que c'est un très beau pays, parce que c'est un pays qui peut te faire peur. Vous avez vu dernièrement, la Chine a monté les muscles. Pelosi est parti. Qui a bougé? C'est quand elle a quitté Taïwan que les Chinois sont allés maintenant dans le territoire taïwanais. Tu vois, par exemple, il y a à l'époque où Mobutu était là au pouvoir, encore on était fort. Sylvestre Kandolo, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Nous parlons également du bilan du président de la République. Ouais. À la tête de la République démocratique du Congo depuis janvier 2019, si je ne me trompe pas, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était fixé des objectifs ambitieux en matière de sécurité, de la vie sociale des Congolais et tant d'autres. À quelques mois de la fin de son mandat, peut-on dire que son bilan aurait-il un goût d'inachevé, Maître Kandolo? Le président lui-même a dit que ça ne marche pas. Il a dit que le gouvernement, qu'il a, il manque de leadership. Il a dit que ça ne marche pas. Bah, bien sûr, il a dit. Il a dénoncé à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, dans plusieurs tribunes, tant nationales qu'internationales. Il a dit. Qu'est-ce qui ne marche pas? Bah, il a parlé. Le premier grand cancer du Congo, c'est la corruption, les détournements. Et c'est le détournement qui fait que rien ne marche. Toutes les ressources qui sont consacrées à tel ou tel projet sont détournées. Dès lors qu'on n'a pas encore mis fin à ces cancers de corruption, on ne pourra pas se développer. Il n'y a rien qui peut être fait. Le président l'a dénoncé partout. Je ne mets pas le mot dans sa bouche, il a dit lui-même. Le président lui a dit lui-même qu'il n'est pas content. Il a même fustigé le gouvernement actuel pour dire que c'est un gouvernement qui est là, qui n'a pas de capacité, qui n'a pas de vision. C'est lui-même qui l'a dit. Ça veut dire lui-même n'est pas content de ce qu'il est en train de voir. Mais il y a quand même quelques effets, quelques actions qu'il est en train de faire, qu'on est en train de voir ici et là. Mais moi, je me dis, même si quelques actions sont en train d'être faites, mais dès lors qu'on n'a pas encore touché, on n'a pas encore éradiqué la corruption, mais ce serait terrible. Parce que la corruption sous-entend les détournements. Alors les détournements sabotent tous les efforts. Mais je ne sais pas, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien que vous pourriez faire, mais en général, vous partagez également la réponse. Mais tout à fait. Oui. Je crois que la majeure partie des Congolais, pas par mauvaise foi, mais par observation, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a un goût d'inachevé. On aurait pu faire mieux. Maître Kandolo l'a bien signifié, la corruption. C'est la mère de tous les problèmes. Mais ensuite, il y a l'impunité. Nous n'arrivons à sanctionner les détracteurs des deniers publics. Et je vais compléter en disant ceci. Nous devons nous assigner des tâches qui nous mènent vers l'excellence. Je vais prendre juste un petit exemple en 1 minute pour démontrer cela. La réforme de l'enseignement, c'était une très bonne chose. Mais il n'y avait pas de vision dans ce truc. En fait, c'est incomplet, c'est inachevé. Et je me disais que, mais ok, ils peuvent le récupérer dans l'année. Mais ça n'a pas suivi, malheureusement. Donc, et tout cela, c'est comme on dit, ça déboule du fait que la corruption, elle est toujours présente et il n'y a pas de sanctions par après. Et si on vous demanderait, camarade de Luméra, quelques 2 actions de chef de l'État que vous avez aimé, qu'il a pu réaliser, lequel citeriez-vous? Écoute, je reste assez ambigu parce que j'ai une vision de technocrate. C'est-à-dire qu'on va prendre le programme de réhabilitation des routes. On a fait des beaux projets. Il n'y a pas de financement pour ça. Si je prends les projets les 145 territoires, le projet 145 territoires, j'ai lu les documents, j'ai vu les appels d'offres. C'est pas ça en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des petites choses alors qu'on peut faire grand. Félix Tshisekedi n'a rien fait depuis le début de son mandat. Non. Il a fait ce qu'il a pu faire. Qu'est-ce qu'il a pu faire que vous pourriez dire à ceux qui vous suivent en ce moment? Bon, je dirais qu'il a quand même ramené la RDC sur la place mondiale. On parle de nous, en bien ou en mal,
C'est-à-dire que ce sont des petites victoires diplomatiques qui arrivent déjà. J'ai observé avec beaucoup d'attention son mandat à la tête de l'Union africaine. On est en train de revenir. On reste toujours optimiste. On est en train de revenir. Ça, il a pu le faire. On a vu la patience qu'il a mis à essayer de convaincre nos voisins à l'Est, l'Ouganda, le Burundi. Ça, c'est de la diplomatie active, chose qui n'existait plus à l'époque de Kabila. Il y a des... Mais ça, c'est quand même insignifiant. Sur les réhabilitations des routes, il y a des choses qui ont été faites, mais l'effet escompté n'est pas arrivé effectivement à cause de détournements de fonds ou parfois des mauvaises décisions. Mais Kadolo, Oui. le bilan a un goût d'inachevé, mais sur quoi pourriez-vous applaudir Félix Tshisekedi? En tant que Congolais, je ne suis pas là pour applaudir un président de la République. Le président de la République doit nous rendre des comptes, ok? Donc je ne l'applaudirai pas, mais je dirais que telle chose a été bien faite. Par exemple, la liberté d'expression. Je veux voir aujourd'hui, on n'est pas en train d'enlever les gens, le tuer ou les assassiner parce qu'ils se sont manifestés. Sa liberté d'expression, c'est sûr. Quand je vois par exemple ce qui s'est passé, quand je vois dans le Grand Équateur, tu vois, par exemple, où il y a l'électricité par ici, les routes sont faites, c'est quelque chose comme ça. À Kisangani aussi, il y a quelque chose. Quand on parle aussi de la gratuité de l'éducation, c'est ça? De l'enseignement, quand même, ça a quand même aidé. J'ai vu quelques routes qui sont quand même été construites telles que à Limité, à Kinshasa. Il y a j'ai appris que vers... dans le Kasaï, on est en train de construire quelques écoles, quelques hôpitaux, quelques routes sont en train d'être construites. Et aussi vers j'ai appris, mais je n'ai pas encore vérifié, que la route c'est Kalambambouj ou quelque chose comme ça, qui relierait l'Angola au Congo, en passant par Kananga jusqu'à vers Moujuma, est en train d'être construit. Il y a quand même certains faits qui sont là. Je ne vous en applaudis pas, mais je veux que ça continue. Ça continue comme ça. Nous sommes vraiment vers la fin de notre émission. La toute dernière question, nous parlons sport. Oui. En général, en sport, il était temps de penser à un autre domaine sportif qui est le football, qui, ces derniers temps, nous a montré ses insuffisances, où, 3 ans après, le chef de l'État réalise ses promesses au Léopard Basketball en leur remettant ce jeudi 4 août des véhicules. Ne pensez-vous pas que ce serait le moment de mettre le même moyen dans d'autres disciplines que le football en République démocratique du Congo? Je vais retourner ta question en disant plutôt ceci. C'est le moment d'établir une vraie politique sportive. Pour moi, politique sportive, c'est l'encadrement des athlètes, c'est les moyens mis à leur disposition, c'est une vraie politique qui commence dès le bas âge jusqu'au niveau professionnel. Donc vraiment politique et non des actions ponctuelles, des jeeps par-ci par-là, des billets d'avion. Non, ça ne résout pas vraiment le problème. Je suis absolument de même avis, parfaitement de même avis. Il faut avoir une politique sportive réelle. On a commencé à faire, comme on le fait dans ce pays ici, le sport des enfants commence depuis qu'ils sont à l'école primaire. On fait des sélections depuis qu'ils sont à l'école primaire, l'école secondaire. On finance des entraînements, on a des camps où on encadre les jeunes. C'est comme ça qu'on finance dans tous les types de sports. Alors là, nous pouvons émerger. Mais des véhicules, c'est bien, ce sont des cadeaux, mais c'est juste des cadeaux. Maître Kadolo, Monsieur Alkak Vitoga, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir répondu présent. Merci. Vous étiez nombreux à nous suivre. C'est la fin de votre émission avec la politique. Merci, au revoir.